Chapitre 1. Parfait sur le papier. David Morrison avait bâti sa vie comme il bâtissait des maisons, avec précision, souci du détail et la conviction inébranlable que des fondations solides pouvaient résister à toutes les tempêtes. À 38 ans, il était propriétaire de Morrison Construction, une entreprise de taille moyenne réputée pour la qualité de son travail et ses pratiques commerciales éthiques dans sa ville de Pine Ridge, dans le Colorado. Ses mains calleuses et son visage buriné par le soleil racontaient l'histoire d'un homme qui avait gravi les échelons, passant du marteau à la signature de contrat. Claire Morrison née Winters avait été le joyau de sa réussite. Lorsqu'ils s'étaient mariés 10 ans plus tôt, elle sortait tout juste de l'université, diplômée en marketing, avec des cheveux blonds qui reflétaient le soleil comme de l'or filé, et des ambitions qui semblaient parfaitement correspondre aux siennes. Elle l'avait aidé à rebaptiser sa petite entreprise de construction en une entreprise respectable, concevant des logos et gérant les réseaux sociaux avec une efficacité qui impressionnait même ses clients les plus exigeants. Leur maison de Maple Street témoignait du savoir-faire de David, avec ses meubles sur mesure, ses parquets soigneusement sélectionnés et son îlot central où ils avaient autrefois planifié leur avenir autour d'un café matinal. Claire avait voulu des enfants, et David avait accepté, imaginant de petits pas courir dans les couloirs qu'il avait soigneusement mesurés et construits. Mais les années passèrent et ses conversations devinrent plus brèves, remplacées par l'implication croissante de Claire dans son studio de yoga du centre-ville et les heures de travail plus longues de David à gérer des projets de plus en plus complexes. La première fissure dans leur fondation apparut si subtilement que David faillit la manquer. Claire commença à travailler tard plus souvent, son téléphone bourdonnant de SMS qu'elle s'empressait de faire taire dès son entrée. Elle se parfumait à ses réunions de développement commercial du mardi soir et s'était inscrite à un club de lecture qui semblait nécessiter un nombre inhabituel de déplacements le week-end à Denver, non loin de là. David n'était pas naïf, mais il n'était pas non plus du genre à tirer des conclusions hâtives sans preuve. Son entreprise lui avait appris que les suppositions pouvaient coûter des milliers de dollars en erreur. Alors, quand Claire lui a annoncé qu'elle assisterait à une conférence marketing à Aspen pour un long week-end, il l'a simplement embrassée et lui a conseillé de conduire prudemment. Ce n'est que lorsque son ami Tommy Brelin, pisteur à Aspen, lui a envoyé par SMS une photo de Claire en train de dîner en tête-à-tête avec un homme que David ne connaissait pas, que les fondations ont commencé à montrer de sérieux dommages structurels. L'horodatage indiquait vendredi soir, mais Claire lui avait dit que la conférence ne commencerait que samedi matin. David fixait la photo sur son téléphone, assis dans son camion devant un chantier où son équipe installait de nouvelles fenêtres sur la maison de rêve d'une famille. L'ironie ne lui échappait pas. Il passait ses journées à construire des rêves pour les autres tandis que les siens s'effondraient en temps réel. L'homme sur la photo était plus jeune que David, probablement la trentaine, avec des traits fins et des vêtements coûteux qui suggéraient un héritage plutôt qu'un gain. Ce soir-là, lorsque Claire est rentrée chez elle avec des documents de conférence et des anecdotes sur les opportunités de réseautage, David n'a rien dit. Il avait appris depuis longtemps que le meilleur moment pour évaluer les dommages structurels était lorsque le bâtiment était sous tension. Il attendait, observait et recueillait des preuves avant d'agir. L'attente devint une torture d'un autre genre. David se surprit à scruter le visage de Claire de l'autre côté de la table, à la recherche de signes de tromperie dans des expressions qu'il avait autrefois trouvées belles. Son rire, qui emplissait autrefois leur maison de chaleur, sonnait désormais creux et performatif. Lorsqu'elle lui tendait la main lors de leur promenade du soir, son contact lui semblait étranger, contaminé par des secrets qu'il n'était pas censé connaître. 3 semaines après la photo d'Aspen, Claire annonça qu'on lui proposait un poste de consultante à temps partiel dans une agence de marketing à Denver. Ce poste l'obligerait à voyager fréquemment et à travailler à des horaires irréguliers. Mais le salaire était excellent et cela lui offrirait l'avancement professionnel qu'elle désirait tant. C'est exactement ce pourquoi je travaille, dit-elle, les yeux brillants d'un enthousiasme que David n'avait pas vu depuis des mois. Ryan Kellerman, l'associé principal, a vu mon travail avec le studio de yoga et a été impressionné. Cela pourrait être le début de quelque chose de vraiment important pour moi. Ryan Kellerman. David classa soigneusement le nom, l'ajoutant à la collection grandissante de preuves qu'il accumulait dans son esprit. Il félicita Claire, lui dit qu'il était fier de son ambition et commença à planifier ses prochaines actions. Chapitre 2. L'autre homme. L'enquête de David sur Ryan Kellerman révéla un homme qui collectionnait les belles choses comme certains collectionnaient les timbres. À 34 ans, Ryan avait hérité de l'agence de marketing de son défunt père, Kellerman & Associates, ainsi que d'un fonds fiduciaire qui lui permettait de vivre dans un penthouse du centre-ville de Denver et de conduire des voitures plus chères que la plupart des maisons. Grâce aux réseaux sociaux et professionnels,
David apprit que Ryan était spécialisé dans les marques lifestyle et avait un talent particulier pour travailler avec les propriétaires de petites entreprises, généralement des femmes séduisantes qui avaient besoin de conseils pour concrétiser leur vision. Sa liste de clients ressemblait à une liste de victimes potentielles, propriétaires de studios de yoga, propriétaires de boutiques, producteurs de produits alimentaires artisanaux et coachs bien-être. Ce que David trouva le plus révélateur, c'était le comportement de Ryan. En examinant attentivement les publications archivées sur les réseaux sociaux et les publications économiques locales, il a découvert que les relations de conseil de Ryan duraient généralement entre 6 mois et 2 ans, se terminant toujours par la vente de leur entreprise ou l'effondrement de leurs relations personnelles. L'homme était un briseur de ménage professionnel, utilisant sa fortune héritée et son sens des affaires pour exploiter les femmes en quête de validation professionnelle. Claire correspondait parfaitement à ce profil. Elle était mariée à un ouvrier qui, malgré sa réussite, serait toujours perçu comme inférieur à la classe sociale de Ryan. Elle dirigeait une petite entreprise qui aurait besoin d'une expertise en marketing. Plus important encore, elle avait une ambition débordante que Ryan pouvait exploiter en lui offrant des aperçus d'une vie qu'elle ne pourrait jamais se permettre avec les seuls revenus de David. David a alors commencé à se surveiller minutieusement. Il a acheté un petit système de caméra discret et a demandé à Tommy de l'aider à suivre les déplacements de Claire lors de ses prétendus déplacements professionnels. Il a découvert une liaison méthodique se déroulant dans des hôtels de luxe, des restaurants haut de gamme et l'appartement en attique de Ryan. Claire ne se contentait pas de tromper. Elle auditionnait pour une toute autre vie. Les preuves s'accumulaient semaine après semaine. Des photos de la voiture de Claire garée devant l'immeuble de Ryan pendant la nuit, des relevés de cartes de crédit indiquant des débits dans des restaurants dont David n'avait jamais entendu parler. Des fragments de SMS qu'il pouvait apercevoir lorsque Claire laissait son téléphone sans surveillance, rempli de blagues et d'intimité qui avaient autrefois appartenu à leur mariage. Mais la colère de David se transformait en quelque chose de plus froid et de plus ciblé. Chaque preuve ne révélait pas seulement la trahison de Claire. Elle lui montrait la nature calculée du comportement prédateur de Ryan. Il ne s'agissait pas d'un crime passionnel ni d'une erreur de jugement momentanée. Il s'agissait d'une destruction systématique de la vie de David pour le divertissement d'un autre homme. Le point de rupture est survenu lorsque David a découvert que Claire prenait des photos de leur maison et les partageait avec Ryan. Pas des photos explicites, mais des clichés soigneusement sélectionnés des détails personnalisés de leur maison. La cuisine que David avait conçue, les meubles de chambre qu'il avait fabriqués de ses propres mains, le jardin qu'ils avaient aménagé ensemble. Elle vendait littéralement leur vie privée pour impressionner son amant, transformant leurs espaces sacrés en art performatif pour le plaisir de Ryan. Ce soir-là, David était assis dans son atelier derrière la maison, entouré des outils qu'il avait accumulés au cours de 2 décennies de construction d'objets conçus pour durer. Ses mains, d'habitude suffisamment stables pour mesurer des coupes aux 3,5 cm près, tremblaient de rage en repensant aux doigts manicurés de Ryan touchant la peau de sa femme dans des pièces achetées avec l'argent que cet homme n'avait jamais gagné. David avait toujours cru en la justice par les voies légales, les tribunaux, les avocats, et la résolution civilisée des conflits. Mais assis là, il réalisa que le système judiciaire était conçu pour traiter les crimes contre les biens et les personnes, et non pour détruire systématiquement la vie d'un homme par la manipulation juridique et la guerre des sentiments. Si Claire et Ryan voulaient jouer avec sa vie, David leur apprendrait ce que signifiait rivaliser avec quelqu'un qui comprenait que certaines fondations, une fois fissurées, ne pouvaient jamais être réparées, seulement démolies et remplacées par quelque chose de plus solide. Chapitre 3. Révélation de Thanksgiving. Thanksgiving en famille Winter avait toujours été un spectacle sur commande. Les parents de Claire, Robert et Patricia Winters, organisaient la réunion annuelle dans leur vaste maison de banlieue, avec sa salle à manger formelle, ses verres en cristal et suffisamment de politique familiale pour alimenter une petite guerre. David avait déjà vécu 9 Thanksgiving, apprenant peu à peu à naviguer dans la subtile lutte des classes qui couvaient sous la surface des conversations polies. Cette année, le ton était différent dès leur arrivée. L'attitude de Claire changea dès qu'ils arrivèrent dans l'allée de ses parents. Sa posture se redressa et sa voix prit le ton raffiné qu'elle avait cultivé à l'université. Elle traitait David moins comme un mari que comme une obligation qu'elle devait emmener avec elle. La liste des invités comprenait les suspects habituels, le frère aîné de Claire, Michael, et sa femme, Jennifer, ainsi que leurs jumelles adolescentes. Sa sœur cadette, Amy, avec son mari, Scott, et leur jeune fils, et la cousine de Claire, Rachel, avec son mari, Greg, un conseiller financier qui avait récemment hérité de son propre cabinet. David remarqua immédiatement que la conversation tournait autour de lui plutôt que de l'inclure.
Lorsque Michael l'interrogea sur son entreprise de construction, Claire répondit à sa place, soulignant que David s'occupait de projets locaux pendant qu'elle discutait de son nouveau poste passionnant de consultante. Lorsque Patricia s'enquit de leur projet de voyage, Claire mentionna ses déplacements professionnels, mais présenta l'absence de David comme une simple question de sécurité plutôt que de reconnaître qu'ils vivaient de plus en plus séparés. L'après-midi avança, David se sentant comme un figurant dans la performance publique de son propre mariage. Claire riait aux blagues qui n'étaient pas drôles, discutait de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées et se plaçait constamment plus près des autres membres de la famille que de lui. C'était comme si elle s'entraînait au célibat tout en étant encore techniquement mariée. Le moment décisif survint lors de la préparation du dîner. David avait proposé son aide en cuisine, en partie par sincère désir d'être utile, et en partie pour échapper aux conversations du salon sur les investissements immobiliers et les propriétés de vacances qui mettaient en valeur son statut d'ouvrier. Il découpait la dinde lorsqu'il entendit la voix de Claire depuis la salle à manger adjacente où elle mettait la table avec Rachel. Honnêtement, Rach, parfois, j'ai l'impression d'être presque célibataire, disait Claire. Sa voix portait la cruauté désinvolte qui accompagne une intimité perçue. David est gentil, mais il est tellement limité. Il aide à payer les factures et entretient la maison, mais il n'y a aucune stimulation intellectuelle. Pas de véritable partenariat pour construire quelque chose de plus grand. La main de David se crispa sur le couteau à découper lorsque Rachel répondit, « Mais il a l'air dévoué à toi. Ça ne vaut pas le coup ?» Le rire de Claire était léger et dédaigneux. Être dévoué comme un chien est dévoué. Ce n'est pas la même chose qu'être avec quelqu'un qui vous met au défi, qui vous ouvre de nouvelles portes. Je travaille avec Ryan, un consultant en marketing à Denver, et nos conversations sont comme le jour et la nuit. Quand je suis avec lui, je me souviens de ce que l'on ressent lorsqu'on est intellectuellement en pleine forme. Tu dis ce que je pense que tu dis ? La voix de Rachel se fit plus basse, mais la vigilance accrue de David capta chaque mot. Je dis que j'explore mes options, répondit Claire. David est un homme bien, mais la bonté ne suffit plus. Je mérite mieux que la stabilité. David posa le couteau à découper avec une précision délibérée. Ses mains étaient maintenant fermes, son esprit parfaitement clair. Claire venait de le classer publiquement comme un utilitaire plutôt que comme un mari, de réduire leur décennie de mariage à une simple commodité et d'avouer une infidélité, au minimum émotionnelle, avec Ryan. Mais plus que cela, elle avait révélé sa nature profonde. Ce n'était pas une femme aux prises avec un mariage malheureux. C'était quelqu'un qui se préparait psychologiquement à le quitter tout en préservant les avantages financiers et sociaux de leur relation. Elle se préparait à sa prochaine vie tout en le gardant comme filet de sécurité. David sortit son téléphone de sa poche et parcourut ses contacts jusqu'à trouver le numéro de Tommy Brelin. Son ami répondit à la deuxième sonnerie. « Tommy, c'est Dave. J'ai besoin que tu passes quelques appels pour moi. Tu te souviens de ces photos que tu as prises à Aspen ? J'ai besoin que tu les envoies à tous mes contacts. Famille, amis, associés, tout le monde. J'ai aussi besoin que tu appelles ton cousin Jake au journal et que tu lui dises que j'ai un article sur des pratiques commerciales prédatrices qui pourrait l'intéresser. Bon sang, Dave, tu es sûr de ça ? Une fois que ça sera connu, impossible de revenir en arrière. David regarda par la porte de la cuisine sa femme, qui poursuivait sa conversation avec Rachel, complètement inconsciente que le monde de son mari venait de basculer. Elle gesticulait avec animation, décrivant probablement plus en détail ses nouvelles perspectives de vie passionnantes. Tommy, pendant 10 ans, j'ai été le pilier des rêves de quelqu'un d'autre. J'en ai assez d'être un soutien structurel pour ceux qui me voient comme jetable. Envoie tout ce soir. Tu as compris, mon pote. Et Dave, pour ce que ça vaut, tu mérites mieux que ça. David raccrocha et rangea son téléphone dans sa poche. Il retourna découper la dinde, travaillant avec la même précision méthodique qu'il mettait à tous ses projets. Le temps qu'il finisse de disposer la viande sur le plat de service, le téléphone de Claire s'était mis à vibrer de notifications. Il la regarda par la porte sortir l'appareil de son sac à main, son visage oscillant entre confusion, choc, puis pâle horreur tandis qu'elle parcourait ses messages. Sa main se porta à sa gorge, un geste qu'il l'avait vu faire dans des moments de stress extrême, et ses yeux parcoururent la pièce comme s'il cherchait une issue de secours. Lorsqu'elle regarda vers la cuisine et vit David l'observer, leurs regards se croisèrent. Il ne sourit pas, ne hocha pas la tête, ne témoigna aucunement de sa détresse. Il soutint simplement son regard, le regard fixe et mesuré qu'il lançait au bâtiment qu'il s'apprêtait à démolir.
Le téléphone de Claire continuait de vibrer. De l'autre côté de la salle à manger, les téléphones des autres membres de la famille commençaient à sonner avec des notifications. David prit le plat de dinde et entra dans la salle à manger pour annoncer que le dîner était prêt. Le bilan avait commencé. Chapitre 4. Évaluation des dommages structurels. Le trajet de retour après le dîner de Thanksgiving se déroula dans un silence complet. Claire regardait par la vitre côté passager, son téléphone serré sur ses genoux comme une bombe à retardement, tandis que David conduisait avec la concentration sereine d'un homme qui avait enfin cessé de faire semblant que sa vie ne s'écroulait pas. Les notifications avaient continué tout au long du dîner, créant une tension sous-jacente qui avait contaminé toute la réunion de famille hivernale. Lorsqu'ils arrivèrent dans leur allée, David avait reçu des SMS de confirmation de Tommy indiquant que les photos et les coordonnées de Ryan avaient été diffusées à tout son réseau, y compris ses associés, les clients du studio de yoga de Claire et les membres de leurs deux familles élargies. Le petit réseau de commérage que Claire avait toujours dédaigné allait devenir son juge et son jury. Dans leur maison, Claire prit enfin la parole. « David, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ce soir. » « Non, » répondit David en se dirigeant directement vers leur chambre. « Il faut qu'on parle de ce qui se passe depuis des mois. Tu peux commencer quand tu seras prêt à dire la vérité. » David commença à emballer méthodiquement, pliant les vêtements avec la même précision qu'il utilisait pour mesurer le bois. Claire observait depuis l'embrasure de la porte, son visage oscillant entre panique, colère et calcul. « Tu ne peux pas partir comme ça, dit-elle. C'est notre maison, notre vie. Quoi que tu penses savoir? Je sais que Ryan Kellerman conduit une BMW argentée et habite dans la tour Méridien, en centre-ville. » David l'interrompit sans lever les yeux de sa valise. « Je sais que tu y as passé au moins 12 nuits ces 2 derniers mois. Je sais que tu as pris des photos de notre maison pour les partager avec lui. Je sais que tu me trouves intellectuellement inférieur et que tu explores tes options tout en m'utilisant comme filet de sécurité. » Le visage de Claire devint blanc. « Tu écoutais une conversation privée. Tu avais une conversation privée sur notre mariage dans la salle à manger de tes parents. » David ferma la valise et se tourna vers elle. « Claire, pendant 10 ans, j'ai tout construit pour ton bonheur. J'ai conçu cette maison pour toi. J'ai bâti mon entreprise en partie pour t'offrir la vie que tu disais vouloir. J'ai été le pilier de tes rêves. Et maintenant, je découvre que tu me considères comme une employée de maison. Ce n'est pas que j'étais juste frustré et Rachel m'y poussait. Ne fais pas ça. » La voix de David portait une certaine irrévocabilité qui interrompit Claire au milieu de sa phrase. « N'insulte pas mon intelligence en prétendant que c'était un écart de conduite passager. Tu mènes une liaison systématique avec un homme qui gagne sa vie en détruisant des mariages. Tu me mens depuis des mois alors que je m'efforce de soutenir la vie qui te donnait la liberté de me trahir. » David prit sa valise et dépassa Claire vers la porte de la chambre. Elle lui attrapa le bras et, l'espace d'un instant, son masque glissa complètement, révélant le désespoir qui se cachait sous-jacent. « David, s'il te plaît. On peut surmonter ça. On fait des erreurs. On peut aller voir un thérapeute. On peut, Claire. » La voix de David était douce mais inflexible. « Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as fait un choix. En fait, tu as fait des dizaines de choix en plusieurs mois. Et ce soir, tu as choisi de m'humilier publiquement, moi et notre mariage. Maintenant, je fais un choix. Si tu pars, si tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Est-ce vraiment ce que tu veux? » David regarda sa femme. Il la regarda vraiment pour ce qu'il réalisait être la dernière fois qu'il serait son mari. Elle était toujours belle, toujours la femme dont il était tombé amoureux 10 ans plus tôt. Mais la beauté sans loyauté n'était qu'un habillage attrayant pour quelque chose de pourri. « Claire, revenir implique que je reviendrai à quelque chose qui était réel au départ. Ce que j'ai découvert ce soir, c'est que j'ai été marié à une performance, pas à une personne. Alors, non, je ne veux pas revenir là-dessus. » David se rendit chez Tommy où son ami avait préparé la chambre d'amis et une bouteille de whisky. Ils s'assirent sur la véranda de Tommy, regardant les montagnes qui entouraient Pine Ridge, tandis que le téléphone de David la salle continuait de bourdonner d'appels et de SMS de la famille, des amis et des associés qui avaient reçu les photos. « Alors, quel est le plan maintenant » demanda Tommy en remplissant le verre de David. « D'abord, je vais m'assurer que Ryan Kellerman comprenne qu'il y a des conséquences à s'en prendre aux femmes d'autres hommes. Ensuite, je vais m'assurer que Claire sache ce qu'il en coûte réellement de reconstruire une vie après l'avoir détruite. Dave,
je te connais depuis 15 ans et je ne t'ai jamais vu comme ça. Fais juste attention à ne pas faire quelque chose dont tu ne peux pas revenir. David but son whisky et réfléchit à l'avertissement de Tommy. Pendant une décennie, il avait été prudent, responsable et mesuré dans tout ce qu'il faisait. Il s'était bâti la réputation d'un homme dont la parole était son garant, dont le travail était garanti, dont la personnalité était irréprochable. Mais à quoi bon une personnalité irréprochable si on se sentait libre de la remettre en question? Quelle valeur avait la fiabilité quand fiable signifiait jetable? Quel intérêt y avait-il à respecter les règles quand ses adversaires se sentaient libres d'inventer les leurs? Tommy, j'apprécie ton inquiétude, mais je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit d'illégal ou de violent. Je vais juste arrêter de prétendre que le confort des autres prime sur ma propre justice. Au cours des 3 jours suivants, David a méthodiquement démantelé la vie qu'il avait construite avec Claire. Il a transféré la moitié de leurs économies communes sur un nouveau compte, a officiellement séparé leurs finances et a demandé à son avocat de rédiger les papiers du divorce qui obligeraient à vendre leur maison. Comme David avait construit la maison lui-même et détenait les droits de construction, il était en mesure de garantir que toute vente favoriserait fortement sa situation financière. Mais le véritable travail était plus psychologique que financier. David a commencé à contacter d'autres hommes dans l'entourage de Ryan, les maris et petits amis des anciens clients de Ryan. Il a découvert un réseau d'hommes qui avaient tous connu, à des degrés divers, la même destruction systématique de leurs relations. Chapitre 5 – Construire la coalition. L'enquête de David sur le passé de Ryan Kellerman a révélé un schéma si cohérent qu'il ressemblait à un modèle économique. Au cours des 6 dernières années, Ryan avait ciblé au moins 8 femmes propriétaires de petites entreprises, leur proposant des conseils en marketing qui menaient inévitablement à des aventures amoureuses et sexuelles. Dans chaque cas, la relation de la femme prenait fin en 6 à 18 mois, laissant souvent l'homme dévasté financièrement et émotionnellement. Ryan, quant à lui, passait à sa cible suivante. Le premier allié de David était Marcus Webb, dont la femme avait divorcé 2 ans plus tôt après qu'une relation de conseil avec Ryan avait mis fin à leur mariage de 15 ans. Marcus avait perdu sa maison, son partenariat commercial et la garde de ses 2 enfants lorsque son ex-femme avait décidé de retrouver son authenticité au sein de la communauté bien-être de Denver. Ce salaud a un système, expliquait Marcus autour d'un café dans un restaurant en périphérie de la ville. Il cible les femmes intelligentes mais sous-estimées dans leurs relations. Il leur offre une stimulation intellectuelle, une évolution professionnelle et l'accès à un style de vie qu'elles ne pourraient pas se permettre autrement. Lorsqu'elles réalisent qu'il ne leur offre pas d'avenir, juste un accès temporaire à son monde, elles ont déjà bouleversé leur vie. Le deuxième allié était Travis Reed, dont la fiancée avait rompu leur fiançailles après s'être impliquée professionnellement dans l'agence de marketing de Ryan. Travis avait découvert que Ryan avait pour habitude de créer une dépendance en proposant des opportunités commerciales qui obligeaient les femmes à voyager fréquemment, à participer à des événements de réseautage coûteux et à se séparer progressivement de leur réseau de soutien. C'est une véritable guerre psychologique. Travis disait qu'il leur donnait l'impression que leur vie actuelle était limitée et limitante, puis leur offrait un avant-goût de quelque chose de plus grand, mais il ne s'engageait jamais dans quoi que ce soit de permanent. Une fois leur relation détruite pour lui, il leur laissait comprendre qu'il n'abandonnerait jamais sa vie de célibataire pour elle. Le troisième membre de la coalition informelle de David était le docteur Alan Foster, dont l'épouse avait mis fin à leur mariage de 22 ans après que Ryan l'eut convaincu de franchiser son cabinet de thérapie. Alan avait perdu sa maison, son épargne retraite et sa relation avec sa fille adolescente lorsque son ex-femme avait choisi de repartir à zéro à Denver plutôt que de reconstruire leur mariage stagnant. Le plus cruel, expliquait Alan, était de leur faire croire qu'elle privilégiait l'autonomisation plutôt que la contrainte. Ils croient progresser, alors qu'en réalité, ils sont simplement manipulés par quelqu'un qui comprend mieux que leur vulnérabilité. David a compris que le véritable talent de Ryan n'était pas le marketing, mais le profilage psychologique. Il identifiait les femmes qui se sentaient sous-estimées ou intellectuellement insatisfaites dans leurs relations actuelles, puis leur offrait juste assez de validation et d'opportunités pour que leur vie actuelle paraisse inadaptée en comparaison. Mais Ryan avait commis une erreur cruciale avec Claire. Il avait sous-estimé la capacité de réflexion stratégique de David et son accès aux ressources. Contrairement à ses précédents partenaires cibles, David était propriétaire de sa propre entreprise, disposait de vastes réseaux locaux et possédait des compétences pratiques pouvant être exploitées avec une efficacité redoutable. Le plan de David a commencé à prendre forme lors d'une série de réunions avec Marcus, Travis et Alan. Il ciblerait systématiquement les relations professionnelles et sociales de Ryan, utilisant leurs connaissances combinées de ses habitudes et leur influence locale pour créer des conséquences allant bien au-delà de la simple gêne.
Marcus, qui travaillait dans l'immobilier commercial, avait accès à des informations sur les baux commerciaux et les investissements immobiliers de Ryan. Travis, ancien journaliste, avait des contacts dans le milieu médiatique de Denver susceptible d'être intéressé par un article sur des pratiques commerciales prédatrices. Alan, malgré son divorce, entretenait des relations avec d'autres professionnels de la santé mentale susceptibles d'évoquer la manipulation psychologique dont souffrait Ryan. Nous ne le poursuivons pas seulement pour ce qu'il nous a fait, expliqua David au groupe. Nous le poursuivons pour ce qu'il fera à son prochain et à celui d'après. Ce n'est pas une vengeance, c'est de la lutte antiparasitaire. La première démarche de David fut de demander à Marcus d'organiser une rencontre avec Ryan sous prétexte de discuter d'une éventuelle opportunité d'investissement immobilier. L'objectif était de confirmer la situation actuelle de Ryan et d'identifier les vulnérabilités susceptibles d'être exploitées légalement et efficacement. La réunion était prévue pour la semaine suivante au bureau de Ryan. David y assisterait en tant que consultant en construction de Marcus, ce qui lui permettrait d'évaluer directement les activités de Ryan et de recueillir des informations pour la campagne plus large. Mais David avait également pris une décision que ses alliés ignoraient encore, Ryan Kellerman ne serait pas sa seule cible. Claire avait fait son choix, et maintenant elle allait apprendre ce que cela coûtait vraiment de se débarrasser d'un homme qui avait passé sa vie à construire des choses faites pour durer, y compris son aptitude à rendre une justice stratégique, patiente et impitoyable. Chapitre 6. Le piège commence à se refermer. Le bureau de Ryan Kellerman occupait tout le 15e étage d'un gratte-ciel du centre-ville de Denver, avec des baies vitrées donnant sur les Rocheuses et un mobilier criant au minimalisme coûteux. David s'était habillé comme un entrepreneur prospère pour la réunion. Jeans propres, chemise repassée et bottes qui semblaient professionnelles plutôt que usées. Ryan accueillit Marcus et David avec cette poignée de main assurée, fruit d'une vie passée à savoir que l'argent pouvait acheter l'accès à presque tout. Il était exactement comme David l'avait imaginé, grand, mince, avec des traits dignes d'une publicité pour des montres de luxe ou des voitures européennes. Son sourire était étudié, son regard calculé et toute son attitude reflétait l'arrogance désinvolte d'un privilège hérité. Marcus m'a dit que tu envisages de te lancer dans le développement commercial, dit Ryan en s'installant derrière un bureau qui coûtait probablement plus cher que la plupart des voitures. J'ai des opportunités intéressantes qui pourraient correspondre à tes compétences. David joua son rôle à la perfection, posant les bonnes questions sur les projets potentiels tout en cataloguant mentalement tout ce qu'il observait. Le bureau de Ryan était conçu pour impressionner, des livres reliés en cuir qu'il n'avait probablement jamais lus, des œuvres d'art coûteuses qui semblaient avoir été choisies par un décorateur, et des photos de lui avec diverses célébrités et personnalités politiques locales. Mais ce qui intéressait le plus David, c'était ce qu'il ne voyait pas, la moindre trace de travail réel. Le bureau était trop propre, l'ordinateur trop parfaitement positionné, l'espace trop mis en scène. Ce n'était pas un bureau de travail. C'était un espace de performance conçu pour donner une impression de réussite et de sophistication. Au cours de leur conversation, Ryan évoqua son travail en marketing presque avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'une activité secondaire plutôt que de son activité principale. Il parla d'aider les propriétaires de petites entreprises à réaliser leur potentiel et de créer des stratégies de croissance pour les marques émergentes. Le langage était soigneusement neutre, conçu pour paraître professionnel sans rien révéler de précis sur ses méthodes ou sa clientèle. Lorsque Marcus l'interrogeait sur des exemples de réussite précis, les réponses de Ryan devenaient vagues et autosatisfaites. Il parlait de relations transformatrices avec des femmes entrepreneurs et d'aider les femmes à surmonter les limites de leur potentiel. Pour quelqu'un qui n'y connaissait rien, cela aurait sonné comme du conseil d'affaires légitime. Pour David, cela ressemblait à un prédateur décrivant sa stratégie de chasse. La réunion s'est conclue par la proposition de Ryan d'envoyer à Marcus des documents sur des opportunités d'investissement potentielles. Alors qu'il prenait l'ascenseur pour descendre au parking, Marcus se tourna vers David avec une expression sombre. « Ce n'était pas une réunion d'affaires, » dit Marcus. C'était une mise en scène. Ce type organise une sorte d'arnaque élaborée, et son bureau n'est qu'un accessoire de la scène. David était arrivé à la même conclusion, mais il avait aussi remarqué autre chose. Ryan était parfaitement à l'aise lorsqu'il agissait au grand jour, car il se croyait intouchable. Sa confiance ne reposait pas uniquement sur un héritage. Elle provenait de l'hypothèse que ses victimes seraient trop gênées ou émotionnellement dévastées pour riposter efficacement. Ce soir-là, David a convoqué une réunion d'urgence de sa coalition. Ils se sont réunis chez Travis, où ils ont pu s'exprimer librement sans risquer d'être entendus.
David a partagé ses observations lors de la visite au bureau et le groupe a commencé à affiner sa stratégie. Il ne cible pas seulement nos femmes, a expliqué David. Il cible toute notre communauté. Chaque mariage qu'il détruit fragilise le tissu social de notre ville. Chaque entreprise qu'il manipule par de fausses promesses affecte notre économie locale. Ce n'est pas seulement une attaque personnelle, c'est une attaque contre notre mode de vie. Alan avait passé la semaine à se renseigner sur les antécédents familiaux de Ryan et avait découvert que son fonds fiduciaire était structuré de manière à l'obliger à maintenir certaines apparences de réussite professionnelle. Si sa réputation professionnelle était gravement entachée, il risquait de perdre l'accès à une part importante de son héritage. Travis avait contacté ses contacts dans les médias et avait découvert que plusieurs journalistes de Denver étaient déjà au courant des rumeurs concernant les méthodes de conseil de Ryan, mais n'avaient pas été en mesure de rassembler suffisamment de preuves pour un article. Cependant, si plusieurs victimes se présentaient simultanément avec des preuves documentées, la situation pourrait changer. Marcus avait découvert que le bail du bureau de Ryan était en train de renouveler, et la société de gestion de son bâtiment était déjà préoccupée par les plaintes qu'ils avaient reçues concernant une conduite inappropriée dans le bâtiment. Une campagne coordonnée de griefs légitimes pourrait potentiellement entraîner la perte de son impressionnante adresse commerciale. Mais la découverte la plus importante de David était personnelle. Grâce à son enquête, il a appris que Claire n'était pas seulement une liaison avec Ryan. Elle l'aidait activement à cibler d'autres femmes de Piney Ridge. Elle partageait des informations sur ses clients de studio de yoga, identifiant des objectifs potentiels pour l'attention de Ryan et facilitant les introductions sous le couvert de possibilités de réseautage. Claire n'était pas seulement infidèle. Elle était complice de la prédation systématique de Ryan. Elle était devenue recruteur pour son opération, échangeant des informations sur les femmes vulnérables pour l'accès à son style de vie et ses promesses de progression des affaires. Cette révélation a transformé la compréhension de David de ce qui était arrivé à son mariage. Claire n'était pas victime de la manipulation de Ryan. Elle serait devenue son partenaire pour cibler d'autres victimes. Elle avait choisi de participer à la destruction d'autres familles pour son propre avantage. Le plan de la coalition s'est cristallisé autour de cette découverte. Ils exposaient non seulement les actions individuelles de Ryan, mais tout le réseau qu'il avait créé, y compris le rôle de Claire en tant que coordinateur local. Le but n'était pas seulement de l'empêcher de cibler les futures victimes. Il s'agissait de s'assurer que tous ceux qui ont participé à cette opération étaient confrontés à des conséquences proportionnelles à leur choix. Le téléphone de David bourdonnait d'un texte de Claire. Nous devons parler. Cela est allé assez loin. Les gens appellent le studio poser des questions. Veuillez m'appeler. David a montré le message à ses alliés qui a tous convenu qu'il s'agissait probablement d'une tentative de négocier ou de le manipuler pour reculer. Ils ont décidé de l'ignorer et de poursuivre leur plan. Demain, nous commençons à passer des appels, a annoncé David. À la fin de la semaine, tout le monde à Pine Ridge va savoir exactement ce que Ryan Kellerman et ses associés locaux ont fait à notre communauté. Et après cela, demanda Travis. Le sourire de David était le genre que les entrepreneurs portaient lorsqu'ils étaient sur le point de démolir une structure qui avait été condamnée au-delà de la réparation. Après cela, nous voyons à quel point ils gèrent la vie dans le genre de ruine qu'ils ont laissé pour d'autres personnes. Chapitre 7, la campagne commence. Lundi matin a apporté la première phase de ce que David a considéré en privé la fondation du projet, la démolition systématique de l'opération de Ryan Kellerman et de tout ce qu'il avait permis. La coalition avait divisé les responsabilités en fonction de leurs forces et de ses liens individuels, créant une agression coordonnée qui serait impossible à défendre ou à rejeter comme les actions d'un mari en colère. Travis a dirigé la campagne médiatique, tendant la main à ses contacts dans les journaux de Denver, les stations de télévision locales et les magazines régionaux. Son terrain était simple et convaincant. Une histoire sur les pratiques commerciales prédatrices ciblant les petites villes, avec des preuves documentées et plusieurs victimes disposées à faire enregistrer. À midi, 3 journalistes avaient exprimé leur intérêt sérieusement à enquêter sur les activités de conseil de Ryan. Marcus s'est concentré sur la communauté des affaires, en utilisant ses relations immobilières pour informer discrètement d'autres professionnels sur les méthodes de Ryan. Son approche était plus subtile. Mentions occasionnelles lors des réunions des clients, des questions stratégiques lors des événements de réseautage et a soigneusement placé des commentaires qui encouragent les gens à poser leurs propres questions sur la réputation de Ryan. Alan a pris la responsabilité de la communauté thérapeutique, tendant la main à d'autres professionnels de la santé mentale de la région pour discuter de la manipulation psychologique impliquée dans le système de Ryan.
Sa perspective clinique a donné du poids à leurs allégations et a aidé à encadrer le comportement de Ryan comme une forme de violence émotionnelle systématique plutôt que de simple infidélité. David a coordonné la campagne globale tout en se concentrant sur sa propre cible, Claire. Elle lui avait envoyé 6 SMS de plus en plus désespérés depuis dimanche. Chacun révélant davantage sur sa panique croissante alors que des questions sur son implication ont commencé à circuler par la communauté soudée de Pine Ridge. Le studio de yoga avait reçu des appels de clients concernés pour se demander des relations commerciales de Claire avec ce consultant en marketing de Denver. Plusieurs femmes avaient annulé leurs adhésions après avoir appris que Claire partageait des informations sur les clients du studio avec Ryan. Le journal local avait laissé des messages vocaux demandant des commentaires sur les allégations de pratiques commerciales inappropriées. Mardi soir, Claire était prête à parler. Elle a appelé David de sa voiture, garée à l'extérieur du studio de yoga. Elle n'était plus sûre qu'elle pouvait se permettre de rester ouverte. « David, s'il vous plaît. Cela détruit tout ce pourquoi je travaillais. Les gens disent des choses terribles à mon sujet, et rien de tout cela n'est vrai. Je n'ai jamais voulu que quiconque soit blessé. » « Claire, qu'est-ce qui n'est pas vrai en particulier ? » demanda David, sa voix calme et clinique. « Que vous avez eu une liaison avec Ryan Kellerman. Que vous avez partagé les informations des clients avec lui. Que vous l'avez aidé à identifier les cibles potentielles dans notre communauté. Ce n'était pas comme ça. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de vous sentir piégé dans une vie trop petite pour qui vous voulez devenir. Ryan m'a offert des opportunités de grandir, de devenir plus qu'une simple femme au foyer de la petite ville qui dirige un studio de yoga. Vous avez donc décidé de l'aider à détruire les mariages des autres. Je n'ai jamais eu l'intention de se produire. Je pensais que je faisais du réseautage, faisant des liens. Je ne savais pas ce qu'il faisait vraiment jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour s'arrêter. David a senti une colère familière augmenter, mais il a gardé sa voix. Claire, tu savais exactement ce que tu faisais. Vous échangeiez des informations sur les femmes vulnérables pour l'accès au style de vie de Ryan. Vous recrutiez des victimes pour lui en me mentant à propos de votre propre implication. Ce n'est pas clair. Arrêtez de mentir. Même maintenant, lorsque toute votre vie s'effondre à cause des choix que vous avez faits, vous essayez toujours de manipuler la situation. Vous n'êtes pas une victime ici. Vous êtes un collaborateur qui s'est fait prendre. La ligne s'est silencieuse pendant plusieurs secondes avant que Claire ne revienne. Sa voix plus petite et plus désespérée que David ne l'avait jamais entendue. Que voulez-vous de moi? Que vous faudra-t-il pour arrêter cela? Je ne veux rien de toi, Claire. Ce n'est pas une négociation. Ce sont des conséquences. Vous avez participé à détruire systématiquement la vie des autres. Et maintenant, vous pouvez vivre ce que cela ressemble. David, je sais que tu es en colère, mais c'est au-delà de la colère. C'est cruel. Vous ruinez ma vie pour une erreur. Non, Claire. Je ne ruine pas ta vie. Je révèle ce que vous avez déjà fait. La vie que vous pensez que je détruisais n'a jamais été réelle de toute façon. C'était juste une performance que vous donniez pendant que vous prévoyiez de me jeter pour quelque chose de mieux. Mercredi, large escalade. La première histoire de télévision a été diffusée lors des nouvelles du soir mettant en vedette des interviews avec Marcus et Travis sur les pratiques de marketing prédatrices ciblant les femmes rurales. Bien que l'histoire ait pris soin d'éviter de nommer des individus spécifiques, il a fourni suffisamment de détails pour que les téléspectateurs locaux tirent leurs propres conclusions. Claire S. Yoga Studio a reçu une visite d'un journaliste demandant sa relation commerciale avec les sociétés de marketing de Denver. 3 autres clients ont annulé leurs adhésions et 2 de ses instructeurs ont demandé à trouver un emploi alternatif. Ryan, quant à lui, a découvert que la société de gestion de son immeuble de bureau avait reçu de multiples plaintes concernant une conduite inappropriée et examinait son accord de location. Son assistant l'a informé que plusieurs clients avaient appelé pour poser des questions sur ses pratiques commerciales, et 2 avaient annulé des rendez-vous prévus. Mais le développement le plus satisfaisant de David est passé par une source inattendue. Les ex-clients de Ryan ont commencé à se contacter. Le réseau de femmes qui avait été ciblé par son opération a commencé à comparer des notes, à partager des histoires et à reconnaître les modèles qu'ils avaient manqués lorsqu'ils ont été isolés et manipulés. La docteure Sarah Kim, dont le mariage s'était terminé après une relation de conseil avec Ryan, a contacté l'ex-femme de Marcus. Ensemble, ils ont contacté l'ancien fiancé de Travis et 2 autres femmes qui avaient été prises dans le web de Ryan.
Ce qui a émergé était une image de la manipulation psychologique systématique qui allait bien au-delà de l'infidélité simple. Il nous a étudiés, a expliqué le docteur Kim lors d'une conférence téléphonique avec la coalition. Il a appris nos vulnérabilités, nos rêves, nos frustrations avec notre vie actuelle. Puis il a créé des fantasmes personnalisés qui ont rendu nos vraies relations inadéquates en comparaison. Les témoignages des femmes ont révélé la véritable portée de l'opération de Ryan. Il a maintenu des fichiers détaillés sur ses objectifs, suivant leurs états émotionnels, la satisfaction relationnelle et les situations financières. Il a chronométré ses approches soigneusement, frappant lorsque les femmes étaient les plus vulnérables à ses offres d'avancement professionnel et de validation personnelle. Mais ils ont également révélé le rôle de Claire dans l'opération. Elle n'avait pas seulement été une autre victime. Elle avait été la principale source d'intelligence de Ryan sur les propriétaires d'entreprises de Pine Ridge. Elle avait identifié des femmes qui luttaient financièrement, rencontraient des problèmes conjugaux ou se sentant insatisfaits dans leur carrière. Elle avait ensuite organisé des réunions accidentelles, des événements sociaux et des opportunités de réseautage qui ont donné à Ryan l'accès à ses cibles. Jeudi, l'histoire avait acquis son propre élan. Les médias sociaux locaux bourdonnaient de spéculations et de comptes de première main. Le journal régional a annoncé qu'il préparait une enquête complète sur la fraude consultée ciblant les communautés rurales. 2 cabinets d'avocats avaient contacté les victimes au sujet des litiges civils potentiels. Claire a fait une dernière tentative de négociation, se présentant à la maison de Tommy jeudi soir tandis que David examinait les plans de construction pour son prochain projet. « David, s'il vous plaît, je ferai n'importe quoi. Je vais quitter la ville. Je vais vous donner tout dans le divorce. Je vais disparaître complètement. Veuillez simplement faire cet arrêt. » David leva les yeux de ses plans et étudia le visage de sa femme. Elle était toujours belle, mais la confiance et la vitalité qui l'avaient d'abord attirée avaient disparu, remplacées par le désespoir creux de quelqu'un qui avait finalement manqué de mensonges à dire. « Claire, il n'y a rien à arrêter. Ce n'est plus quelque chose que je vous fais plus. C'est exactement ce qui se passe lorsque la vérité sort de ce que vous avez fait à d'autres personnes. Mais vous pourriez dire aux gens de cesser de poser des questions. » L'attention des médias entourant sa conduite personnelle avait révélé un modèle de facturation des clients pour les services n'a jamais rendu et détourné les fonds désignés pour les campagnes publicitaires. Travis a appelé David avec la nouvelle à 6 heures. Il s'avère que notre garçon Ryan ne volait pas seulement des femmes, il volait de l'argent aussi. Le bureau du procureur de district s'est intéressé lorsque l'histoire télévisée a été diffusée et qu'ils ont examiné ses pratiques commerciales. Apparemment, il dirige une arnaque de facturation assez sophistiquée depuis des années. David a ressenti un moment de satisfaction suivi immédiatement d'une préoccupation stratégique. Si Ryan faisait face à de graves accusations criminelles, cela pourrait éclipser leurs efforts pour exposer son ciblage systématique des femmes mariées. Il devait s'assurer que ces modèles de relations prédateurs sont restés partie du récit public. Mais les accusations de fraude ont créé une opportunité inattendue. Ryan étant confronté à une peine de prison potentielle, ses victimes auraient plus de crédibilité et de protection juridique lorsqu'ils se manifestent avec leurs propres histoires. Le récit passait de mari en colère faisant des accusations au modèle de comportement prédateur de l'accusé criminel. La situation de Claire s'est détériorée rapidement. Vendredi après-midi, son studio de yoga avait perdu la moitié de ses membres. Elle, le propriétaire, citant des inquiétudes concernant la viabilité de l'entreprise et le sentiment négatif de la communauté, lui avait donné remarquer que son bail ne serait pas renouvelé. 3 de ses 5 instructeurs avaient trouvé des postes dans d'autres studios de la région. Mais l'enquête de David avait découvert autre chose. La situation financière de Claire était bien pire qu'elle ne l'avait admis. Elle utilisait les comptes commerciaux des studios pour financer ses mises à niveau de style de vie, y compris des dîners coûteux, des séjours à l'hôtel et des achats lors de ses réunions de conseil avec Ryan. L'entreprise était essentiellement en faillite, survivant uniquement parce que les revenus de David avaient subventionné les dépenses de leur ménage et les pertes. Commercial non déclaré de Claire. Samedi, l'édition du week-end du journal régional mettant en vedette une enquête en première page intitulée « Consultant en marketing accusé d'avoir ciblé les femmes rurales ». L'histoire par ligne par l'un des anciens collègues de Travis a fourni un examen complet des méthodes de Ryan et comprenait des entretiens avec 6 victimes et leurs anciens partenaires. Claire a été mentionnée par son nom en tant que propriétaire d'entreprise locale qui aurait aidé à identifier les objectifs potentiels pour le consultant accusé. L'article a soigneusement évité de faire des accusations qui ne pouvaient pas être étayées, mais elle a fourni suffisamment de détails pour que les lecteurs comprennent son rôle dans le fonctionnement de Ryan.
Le téléphone de David sonnait constamment tout au long du week-end. Des amis offrant un soutien, des associés commerciaux posant des questions, des membres de la famille essayant de comprendre ce qui était arrivé à son mariage. Il a répondu patiemment à chaque appel, expliquant la situation sans dramatique émotionnelle et soulignant que sa principale préoccupation était de protéger les autres familles contre une manipulation similaire. Mais l'appel le plus important est venu dimanche soir d'une source inattendue. Le père de Claire, Robert Winters. « David, je vous dois des excuses », a déclaré Robert sans préambule. « Patricia et moi avons lu sur cette situation et nous sommes horrifiés par ce que Claire a fait. Nous ne savions pas qu'elle était impliquée dans quelque chose comme ça, monsieur Winters. J'apprécie l'appel, mais non, laissez-moi finir. Nous savons depuis des mois que Claire était mécontente de votre mariage, mais nous avons supposé que ce ne sont que des problèmes conjugaux typiques qui pourraient être résolus avec le temps et les efforts. Nous n'avons jamais imaginé qu'elle participait activement à blesser d'autres familles. » La voix de Robert portait un poids que David n'avait jamais entendu auparavant. « Patricia et moi sommes mariés depuis 37 ans et nous sommes toujours vêtus d'élever des enfants avec un fort caractère moral. Pour apprendre que Claire a été, quel est le mot que le journal a utilisé? Recruter des victimes pour cet homme. C'est dévastateur. Je comprends que cela doit être difficile pour votre famille. David, nous voulons que vous sachiez que Patricia et je ne m'attends pas à ce que vous parliez Claire ou que vous la repreniez. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Nous voulons également que vous sachiez que nous n'allons pas permettre son comportement en fournissant un soutien financier ou en l'aidant à éviter les conséquences. » C'était inattendu. David avait supposé que les parents de Claire se rallieraient autour de leur fille et le presseraient pour se réconcilier pour l'harmonie familiale. « Nous avons décidé de couper l'accès de Claire à son fonds en fiducie, » a poursuivi Robert. L'argent était destiné à soutenir une famille et une vie stable, de ne pas subventionner la destruction des familles des autres. Nous la supprimons également comme bénéficiaire de notre succession jusqu'à ce qu'elle démontre de véritables remords et faisait des efforts significatifs pour réparer les dommages qu'elle a causés. David était silencieux pendant un moment, en traitant ce développement. Le fonds fiduciaire de Claire n'était pas énorme, mais cela lui avait fourni un coussin financier qui lui a fait se sentir suffisamment en sécurité pour prendre des risques avec son mariage et ses affaires. Sans cela, elle ferait face à toutes les conséquences économiques de ses choix. Monsieur Winters. C'est ce que je ne sais pas quoi dire. Dis que tu seras heureux, David. Dites que vous construirez une vie que vous méritez avec quelqu'un qui apprécie ce que vous avez à offrir. Claire a fait son choix et maintenant elle doit vivre avec. Mais cela ne signifie pas que vous devez également vivre avec. Lundi a apporté le dernier morceau de la campagne de David, la sortie d'un rapport complet préparé par Allen documentant les techniques de manipulation psychologique utilisées par des consultants prédateurs comme Ryan. Le rapport distribué aux médias locaux et aux organisations de services sociaux a fourni un cadre pour comprendre à quel point les femmes intelligentes et capables pourraient être systématiquement ciblées et manipulées pour détruire leur propre vie. Le rapport comprenait des études de cas avec des noms modifiés des victimes de Ryan, l'analyse de ses méthodes et les recommandations pour protéger les personnes vulnérables contre une prédation similaire. C'était académique plutôt qu'accusateur, mais il a effectivement démantelé toute sympathie restante pour l'opération de Ryan ou ses collaborateurs. Claire a fait une dernière tentative de contacter David, envoyant une lettre manuscrite à la maison de Tommy. Dans ce document, elle a reconnu ses erreurs, s'est excusée pour son rôle dans l'opération de Ryan, et a supplié une chance de faire amende honorable. Elle a admis qu'elle avait été emportée dans un fantasme et avait perdu de vue ses valeurs et ses responsabilités. David a lu la lettre 2 fois, puis l'a remise à Tommy sans commentaire. « Vous n'allez même pas répondre. » Tommy a demandé, quel serait le point. Elle s'excuse parce qu'elle s'est fait prendre et parce qu'elle fait face à des conséquences. Si je n'avais pas découvert ce qu'elle faisait, elle le ferait toujours. Des excuses qui ne viennent qu'après l'exposition ne sont pas vraiment des excuses. C'est juste une autre manipulation. Le journal de mardi a apporté la conclusion que David attendait. Ryan Kellerman avait été officiellement accusé de fraude et de complot et ses actifs commerciaux avaient été en attente de gel. Son bail de bureau avait été résilié. Son accès à son fonds en fiducie a été suspendu en attendant l'issue d'une procédure pénale. Et plusieurs de ses victimes avaient déposé des poursuites civiles pour demander des dommages-intérêts. Mais plus important encore pour le sens de la justice de David, le cercle social de Ryan l'avait complètement abandonné. Le riche ensemble de Denver qui avait permis et célébré son style de vie n'avait aucune tolérance pour les accusations criminelles et le scandale public. Il avait été supprimé des adhésions au club,
désinspiré des événements sociaux et exilé efficacement de la communauté qui lui avait fourni des victimes et une validation. La situation de Claire était parvenue à sa propre conclusion. Le studio de yoga s'était fermé en permanence. Elle avait été forcée de quitter leur maison et dans un petit appartement, et ses demandes d'emploi dans d'autres installations de fitness avaient été rejetées en raison de son association avec le scandale. Mais David n'a ressenti aucune satisfaction dans sa souffrance. La satisfaction aurait laissé entendre qu'il avait besoin de Claire pour échouer pour qu'il réussisse. Au lieu de cela, il a ressenti le contentement silencieux qui provient de la réalisation d'un projet difficile en fonction des spécifications et des annexes. Chapitre 9. Construire quelque chose de mieux. 6 mois après le dîner de Thanksgiving qui avait tout changé. David se tenait au soleil du matin filtrant à travers les fenêtres de sa nouvelle maison. C'était plus petit que la maison qu'il avait partagée avec Claire, mais chaque détail reflétait ses propres préférences plutôt que des compromis faits pour la vision de quelqu'un d'autre. La maison était assise sur 10 acres à l'extérieur de Pine Ridge avec une vue sur la montagne et suffisamment d'espace pour l'atelier qu'il avait toujours voulu construire. Il l'a conçue comme une retraite d'un homme célibataire. Des lignes épurées, des espaces fonctionnels et un stockage intégré pour les outils et les projets qui lui ont apporté une véritable satisfaction. Ryan Kellerman avait été condamné à 3 ans de prison fédérale pour fraude et complot. Le juge avait spécifiquement noté la nature prédatrice de ces crimes et leur impact sur plusieurs communautés. Ses actifs avaient été liquidés pour payer une restitution à ses victimes, le laissant faire face à la faillite et complet à l'exil social lors de sa libération éventuelle. Claire avait déménagé à Phoenix, où elle avait trouvé du travail en tant que réceptionniste dans un cabinet dentaire. Son compte Instagram, autrefois rempli de photos soigneusement organisées de sa vie idéale, avait été supprimé il y a des mois. David a parfois reçu des mises à jour sur elle par le biais de connaissances mutuelles, mais il n'a ressenti aucune curiosité pour sa situation ou ses plans futurs. Le divorce avait été finalisé avec des conditions qui reflétaient l'inconduite financière de Claire et son rôle dans l'opération de Ryan. David avait conservé la propriété de leur maison, qu'il avait vendue à une jeune famille qui appréciait l'artisanat personnalisé. Claire avait reçu un minimum d'actifs et aucun soutien continu, car son adultère et sa fraude commerciale avaient annulé la plupart des protections généralement accordées aux conjoints dans la procédure de divorce. Mais le sentiment d'achèvement de David est venu de quelque chose de plus important que la victoire légale ou le règlement financier. Cela est venu de la connaissance qu'il avait protégé sa communauté des prédateurs qui avaient considéré leurs relations comme des opportunités d'exploitation. Marcus avait remarié une veuve nommée Linda qui dirigeait une boulangerie réussie et appréciait à la fois sa loyauté et sa sagesse durement gagnée sur la différence entre l'amour et la manipulation. Travis avait commencé à sortir avec le docteur Sarah Kim, l'une des anciennes victimes de Ryan, et leur relation a été construite sur une compréhension mutuelle de l'importance d'un véritable partenariat. Alan s'était réconcilié avec sa fille, qui avait acquis une perspective sur les choix de sa mère alors qu'elle avait mûri et appris davantage sur ce qui était vraiment arrivé à leur famille. Il avait lancé un groupe de soutien pour les hommes dont les familles avaient été détruites par des individus prédateurs. Et le groupe avait aidé plusieurs dizaines de personnes à traiter leurs expériences et à reconstruire leur vie. La propre vie de David avait acquis un rythme qui semblait durable plutôt que performatif. Il avait élargi Morrison Construction pour inclure une division spécialisée pour les maisons personnalisées, et sa réputation de travail de qualité avait attiré des clients de toute la région. Il avait rejoint le comité d'urbanisme et travaillé sur des initiatives pour soutenir les petites entreprises locales et protéger la communauté de l'exploitation extérieure. Il avait également commencé à sortir avec Jennifer Park, un vétérinaire qui avait déménagé à Pine Ridge pour prendre le contrôle de la pratique des vétérinaires locaux. Jennifer était coréenne-américaine, avait servi 2 tournées en tant que vétérinaire militaire et possédait le genre de force tranquille qui venait de compétences plutôt que de théâtre. Leur relation se développait lentement, construite sur le respect mutuel et les valeurs partagées plutôt que sur une passion dramatique ou une dépendance calculée. « Vous savez ce que j'apprécie de vous », lui avait dit Jennifer lors d'un récent dîner dans sa petite maison près de la clinique animale. Vous êtes exactement qui vous semblez. Morning, David examinait les plans de son prochain projet, un centre communautaire qui abriterait des ressources commerciales, des services de conseil relationnel et des programmes éducatifs sur la reconnaissance et l'évitement des personnes prédatrices. Longtemps après la construction de la construction. Mentionné, vous travaillez à nouveau trop dur. David sourit et tape, bien sûr, mais je ne travaille pas trop dur. Je travaille exactement assez dur. Alors qu'il se rendait en ville, David a réfléchi à la différence entre la vie qu'il avait perdue et la vie qu'il avait acquise.
La vie avec Claire avait été construite autour du potentiel de bonheur, de potentiel de croissance, de potentiel de partenariat qui ne s'est jamais très bien matérialisé. L'honnêteté, la compétence, la communauté et la sagesse durement gagnée qui est venue de la trahison survivante sans devenir amère. La vie émergerait plus que le matin. Accepter son café. Devrait être prêt pour l'occupation au printemps prochain. Et comment va Jennifer? Jennifer est parfaite. Pas parfait comme Claire a fait semblant de l'être, mais en fait parfait pour moi. Tommy hocha la tête avec approbation. C'est la différence entre trouver quelqu'un qui s'intègre dans votre vie et trouver quelqu'un qui appartient à votre vie. David regarda les montagnes entourant Pine Ridge, la ville où il était né, où il avait construit son entreprise, où il avait été trahi, et où il avait appris à reconstruire sa vie selon ses propres spécifications. Il avait passé des mois à démolir les structures qui avaient été compromises par les tromperies des autres. Maintenant, il construisait quelque chose de nouveau, non seulement pour lui-même, mais pour la communauté qu'il avait soutenue à travers la pire période de sa vie. C'était un bon travail, le genre qui durerait longtemps après son départ. Et contrairement au mariage qu'il avait perdu, il a été construit sur une base que les choix de personne d'autre ne pouvaient saper. David Morrison avait toujours été un homme qui a construit des choses destinées à durer. Il avait juste besoin d'apprendre que certaines fondations méritent d'être préservantes et d'autres devaient être complètement éliminées avant que la construction réelle puisse commencer. Allez, dit Tommy, se dirigeant vers l'entrée du restaurant. Prenons un petit déjeuner. Je veux entendre parler de ce centre communautaire. Et Jennifer a mentionné, vous pourriez avoir besoin d'aide pour choisir des meubles qui ne ressemblent pas à une tentative de baccalauréat de décoration. David a ri et a suivi son ami à l'intérieur, prêt à commencer un autre jour de construction de quelque chose de valable dans une vie qui lui appartenait finalement entièrement. C'est là que notre histoire touche à sa fin.